Louis Elio, rebonjour. Alors, c'était hier. Oui, c'était hier, oui. Hier, plus. Ça n'est parce que le temps a passé et on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. L'actualité du Front National, si je puis dire, enfin local, c'est que y a plusieurs courants qui s'opposent apparemment. Ça c'est parce que vous lisez trop les journaux de gauche. Il y a vous qui souteniez le petit commerce et puis il y a le bolchevique Philippot. Enfin bon, on révise sa politique. Marine qui disparaît auprès des médias, à l'instar du général de Gaulle qui va en Irlande. Non, j'en rajoute. Enfin, c'est un peu Star Wars, quoi, la saga interne du Front National. Alors, qu'est-ce qu'il en est en vérité? Enfin, en vérité, on ne vous demande pas trop. Les hommes politiques, si vous commencez à la dire, le monde serait bouleversé. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale, à gauche, et ce qui se passe à droite sur la déchéance de nationalité. Non, à gauche, les socialistes sont pas à gauche. À la déchéance de nationalité, ce qui se passe au front, laissez-moi vous dire. Vous avez failli dire ce qui se cache au front, c'est intéressant. Ce qui ne se cache pas au front, c'est précisément tout ce que font les autres. Nous, on vient de passer un épisode électoral. On discute sur cet épisode électoral, on analyse le résultat, un certain nombre de gens de terrain font remonter ce qu'ils ont entendu, et on en discute. Et on s'adresse de la même manière à la fois à ceux qui défendent les services publics, ce qui est quand même la position du Front depuis 1995, tu as le rappelé quand même. Bon. La position, la défense des petits commerçants, artisans, qui a toujours été, j'allais dire, la politique du Front National depuis longtemps, et évidemment les questions monétaires, bancaires et européennes. Je rappelle quand même que historiquement, et contrairement à ceux qui sont venus à l'anti-européisme un peu tardivement, parce que certains sont arrivés en 92 avec Seguin, etc. Pasqua, Seguin, mais je veux dire, Jean-Marie Le Pen avait déjà voté contre le traité de Rome, pour vous dire, il est conséquent. Sous la 4e République, pour vous dire que nous avons quand même, nous, une vision très critique de la construction européenne, parce que dès le départ, il était évident que cette construction européenne se ferait au détriment des nations, en privilégiant le marché, ce que l'on appelle aujourd'hui l'ultralibéralisme et la dérégulation générale. Et la mondialisation n'a fait qu'accélérer tout ça, avec les conséquences. Les conséquences, c'est quoi? C'est la SNCF et les difficultés aujourd'hui de la libéralisation du rail, du fret, l'électricité, l'énergie, tout le problème de l'éducation qui va venir, tout le problème de tout ce que nous pouvons voir dans l'agriculture. Tout cela est la conséquence directe de l'ouverture sans contrôle, sans barrière, des frontières de l'Europe au reste du monde. Et c'est précisément ce que nous essayons de faire comprendre au peuple français, qui le sent bien. Parce que si on regarde le référendum de 2005 contre la Constitution européenne, il y a bien eu là une majorité composite. Et dans cette majorité composite de non, une grosse part vient évidemment du Front National et des troupes du Front National. Donc voilà, il y a cela, ça demande du temps, de la pédagogie, mais en aucun cas de revenir en arrière. Ça, ce sont des journalistes qui se sont fait plaisir, mais personne ne veut revenir en arrière sur ce qui est un acquis. La défense de la souveraineté nationale, populaire, monétaire et bancaire, ça, jamais personne ne l'a remis en cause, heureusement d'ailleurs. Alors, là on est en Italie, les bourses sont au bord de l'implosion et pas mal de bourses allemandes, puisque finalement rien n'a été fait pour épurer les junk bonds, donc les bons pourris, et on peut s'approcher à bord d'un nouveau crack, etc. Écoutez, un nouveau crack signerait la fin de l'euro. Et les gens se diraient, ben, finalement, le François l'avait annoncé avant, et finalement l'euro va mourir de lui-même. Parce que je rappelle quand même un peu la phrase historique de Maurice Allais, qui avait dit « On ne peut pas faire une monnaie unique si on ne fait pas une Europe unique. » C'est-à-dire, on ne met pas la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire le système monétaire avant le système politique. Si vous voulez une monnaie unique, il vous faut d'abord faire une Europe unifiée. Or, elle n'existe pas. Nous sommes un continent, nous sommes une civilisation, nous sommes une histoire européenne. On est un continent parce qu'on est vieux. Nous sommes une histoire européenne,
Mais la France est une nation, comme l'Espagne, comme le Portugal, comme l'Italie, chacun avec ses spécificités. Il n'y a pas de nation européenne en fait. Il n'y a pas de nation européenne. Voilà. Est-ce que c'est désirable pour régler le problème? C'est désirable, ça n'existe pas. Oui. Donc on ne va pas la créer au forceps. Ce qui est désirable. Les Français avant ils étaient gaulois, gallo-romains, ça s'est fait quoi. Ça s'est fait, non sans mal, mais peut-être. Mais là pour l'instant, on peut faire une Europe, mais une Europe des nations, une coopération entre États et continuer le couple franco-allemand qui est très important dans cette construction européenne. Et refonder complètement l'Europe. C'est-à-dire que la France participe à un schéma européen, mais garde ses attributs de souveraineté. Elle dit oui à tel projet, mais elle peut dire non à tel autre. Et ça passe par deux choses essentielles, ou plutôt trois. L'indépendance et le retour à l'indépendance de la Banque de France, le retour, ou plutôt la mise en place d'une monnaie nationale qui coexisterait avec ce qui existait avant l'introduction de l'euro, une monnaie commune, c'est-à-dire un panier de monnaie, et trois, revenir sur le fait que la Banque de France puisse prêter à taux zéro à l'État. C'est la fameuse loi de 73 sur laquelle il faudra revenir. Voilà. Alors, d'habitude, il y a une émission qui s'appelle Les Ch'tis à Miami. Là, c'est les migrants chez les Ch'tis, donc puisque il y a Calais. Ça a l'air pas soluble, c'est-à-dire que il y a une poche de gens qui s'accumulent comme ça, qui veulent aller en Angleterre, et nous on leur dit bah non, mais restez pas quand même. Enfin, nous on leur dit rien, c'est les Anglais qui leur disent non surtout. Nous on est les victimes en quelque sorte de cette barrière naturelle et de cette frontière. Oui, on appelle ça la Manche. Mais nous en sommes aussi les complices, parce que si nous avions eu nous-mêmes notre propre frontière du côté de l'Italie ou du côté de l'Espagne, ces gens-là ne seraient jamais arrivés jusqu'à nous. Et que ce traitement, il faut l'avoir dans le pays d'origine et pas maintenant que les migrants s'accumulent au risque d'une déstabilisation générale, parce que le risque il est là. Les habitants de Calais aujourd'hui, personne ne s'en préoccupe, mais c'est une catastrophe sanitaire, c'est une catastrophe humaine, c'est une catastrophe politique. Et donc il faut très vite maintenant aller rétablir l'équilibre ou contribuer à rétablir l'équilibre en Syrie, en Libye, et rapatrier ces populations dans leur pays d'origine. Parce que pour l'instant ce n'est pas le cas. Et dire à Madame Merkel, qui a ouvert grand ses bras, mais prenez-les, il n'y a pas de souci. Si vous voulez les nôtres, on vous les donne, il n'y a pas de souci. Assumez vos responsabilités, mais nous, peuple français, nous n'en voulons pas. Et je pense que ça, c'est de nature quand même à un peu réviser tout le logiciel européen qui veuille qu'on accueille toute la misère du monde, mais personne ne se dit à quel prix on va l'accueillir. Au prix demain d'affrontement? À quel prix financier? Qui paye tout ça? Voilà. Et bien, quand ils auront répondu à ces questions, ils auront réglé le problème, parce qu'ils nous mettent toujours en histoire les vieilles histoires des drames qu'on connaît ici. Les républicains espagnols, je rappelle que c'est quand même la Troisième République qui les avait parqués dans un certain nombre d'endroits avant la Seconde Guerre mondiale, et que pas beaucoup de personnes à ce moment-là s'étaient occupées d'eux. Il faut quand même le rappeler. Mais pour éviter de tels drames, il faut avoir aussi l'intelligence d'avoir une bonne politique étrangère. Et la faute de la France, c'est d'avoir déstabilisé l'État libyen, d'avoir soutenu les terroristes islamiques en Syrie contre M. Bachar al-Assad, dont je rappelle qu'il n'est pas un ami du Front National, ni comme M. Kadhafi d'ailleurs, mais que ces deux-là ont été reçus en grande pompe, que ce soit par M. Sarkozy ou que ce soit par le passé par l'État socialiste de M. Mitterrand. Alors, puisqu'on parle de l'étranger, la Russie est en train de se ruiner, notamment avec le pétrole en chute libre et les sanctions économiques. Le rouble est en chute libre, donc a perdu de sa valeur. Est-ce que vous êtes pour la levée des sanctions à la Russie? On l'est depuis le départ, puisqu'on était pour qu'il n'y ait pas de sanctions. Oui, et on voit bien qu'aujourd'hui, d'ailleurs, la France s'apprête à demander la levée des sanctions. On a pratiquement, pas ruiné, mais contribué au désastre de nos agriculteurs. Oui, puisque c'est une des conséquences. C'est une des conséquences, donc il faut aller très vite maintenant à rétablir la situation. Et vous voyez bien que tout cela est à géométrie variable. C'est-à-dire que vous pouvez être l'abominable des abominables, c'est-à-dire l'Iran il y a 3 ans. Attention les Iraniens, dès que vous souteniez l'État iranien, vous passiez pour un abominable facho. Aujourd'hui, tout le monde se précipite en Iran pour faire des affaires. Donc la valeur d'ajustement, ce n'est pas les droits de l'homme. La valeur d'ajustement, c'est le dollar en fait. Et c'est le commerce mondial. Voilà. Et les intérêts d'une nation, c'est aussi des intérêts économiques.
Et la France, évidemment, avait tout intérêt et a tout intérêt à rétablir des relations pacifiées et privilégiées avec la Russie, comme par ailleurs avec l'Iran et avec d'autres, comme on peut en avoir d'ailleurs avec la Chine, parce que c'est l'intérêt supérieur du pays qui le veut. Alors les États-Unis se braquent de plus en plus sur les Russes en disant que potentiellement ça peut être un objectif militaire. Oui, non, d'accord, tout ça c'est... Est-ce qu'on ne revient pas à la guerre froide là? Ils essayent pour sauver leur primauté en quelque sorte mondiale de revenir à un conflit avec la Russie. Ils ont regretté la chute du mur en fait. Pratiquement, au moins ils avaient un ennemi ciblé, tout le monde devait se positionner entre être avec les États-Unis ou contre. Choisis ton camp camarade, comme on Aujourd'hui, dit. ils essaient d'ailleurs de refaire pareil, avec un problème que personne n'évoque, c'est l'OTAN. L'OTAN est historiquement dédiée à précisément la lutte contre le bloc communiste. Voilà, sauf que le pacte de Varsovie a été dissous après la chute du mur. Donc maintenant qu'il n'y a plus de bloc communiste et que quoi qu'on en dise, les menaces sont multilatérales aujourd'hui, il n'y a pas de raison à ce que la France continue de participer à l'OTAN, au commandement intégré. Mais ça demanderait qu'on ait et qu'on retrouve notre indépendance nationale, mais aussi, parce qu'il ne faut pas quand même négliger ce fait, à nos propres moyens militaires, parce que la France aujourd'hui, sans l'OTAN, et les militaires vous le diront, n'a plus les mêmes capacités de projection et de défense qu'elle pouvait avoir par le passé. Voire en Libye où on a eu besoin, et récemment en Syrie où on nous a fourni des bombes parce qu'on n'en avait plus. Que ce soit le renseignement, que ce soit la logistique, et même que ce soit le transport, on est tributaire aujourd'hui de l'armée des autres, ce qui quand même commence à faire beaucoup pour la France. Louis Alliot, merci. Merci.